Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va revenir en images avec l'analyse sur la victoire du Barça hier contre le Betis. Et puis après on fera la FAQ comme d'habitude. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de démarrer et de nous plonger dans cette magnifique analyse de ce très beau match d'hier, je tiens à remercier tous les abonnés quoi, tout simplement, qui donnent de la force en ce moment. Beaucoup de nouveaux aussi arrivant suite aux dernières performances du Barça contre le Real, contre le Betis. Beaucoup de nouveaux qui arrivent aussi d'un peu de tout horizon, j'ai envie de dire, qui arrivent aussi grâce aux soldats qui sont sur Twitter toujours à faire la promo, ma promo. C'est évidemment avec un grand plaisir que je vous accueille tous au sein de la communauté. On commence avec la première séquence qui va parler un petit peu de la structure. Comme vous le savez, hier on a vu un Dani Olmo ici qui était positionné en faux neuf. C'est une chose assez exceptionnelle puisque ce n'était encore jamais arrivé au Barça. On l'avait déjà vu avec l'Espagne, évidemment sous Luis Enrique, ceux qui ont un petit peu suivi. Mais c'est vrai que Dani Olmo, on savait que c'était une possibilité qu'il joue en faux neuf. On avait envie de voir ça. Ici, on était assez curieux et puis on l'a enfin eu contre le Betis et franchement, ça a été un grand spectacle. Donc la question c'est qu'est-ce que ça change d'avoir Olmo en faux neuf? Qu'est-ce que ça change d'avoir aussi Frenkie de Jong en 6? On va voir un petit peu ce qui a changé dans le match d'hier en tout cas. Je vais pas vous dire que c'est mieux d'avoir Dani Olmo en 9 que Lewandowski par exemple, que c'est mieux d'avoir de Jong en 6 que Casado. C'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo c'est de voir un petit peu qu'est-ce que tout ça, ces changements ont changé à l'animation de l'équipe. Déjà, on voit la structure. Bon, on voit Gérard Martin qui part souvent des appels dans le match, qui n'a pas toujours été le plus précis, mais bon, c'est Gérard Martin. Il ne fallait pas s'attendre à une masterclass non plus de sa part. Donc, le seul qu'on voit, c'est à la base, on voit Ronald et Kouarsi comme les deux centraux classiques. On voit un De Jong assez bas, mais on le verra des fois, très souvent même, il est venu se glisser entre les deux centraux pour ressortir un petit peu le ballon quand on avait des latéraux un petit peu plus haut sur les ailes. C'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, Koundé qui aidait un petit peu à la sortie de balle, hein, c'est passé par lui, il est repassé par De Jong seul en 6. On a ici Gavi et Pedri qui forment souvent un triangle et même quand De Jong, mais on va voir aussi encore une fois après, quand De Jong était un petit peu plus bas, ici on avait soit Gavi soit Pedri qui redescendait ici une sorte de pointe basse et un Dani Olmo qui venait se placer à la place de Pedri pour former toujours un triangle aussi au milieu. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a Lamine Yamal qui est très écarté, collé à la ligne. On a Rafinha qui est toujours dans le demi-espace gauche qui est assez axial comme très souvent. On a Olmo qui redescend comme peut le faire Lewandowski en fait, hein, tout simplement. Lewandowski, ça lui arrive aussi de redescendre ici, de se proposer. Et donc Gérard Martin fait son appel dans le couloir qui peut attirer aussi le milieu ici pour libérer un peu Pedri ou le latéral pour libérer un petit peu Rafinha. Donc qu'est-ce que ça change d'avoir Dani Olmo ici? Eh bien tout simplement on va avoir la supériorité au milieu de terrain. De Jong avance, on voit que le joueur ici est focus sur Dani Olmo. On voit que ce joueur là, de base il est un peu sur Gavi aussi. D'un côté il peut pas resserrer sur Dani Olmo, il va laisser Gavi complètement seul. Le latéral ici, il sait pas s'il doit suivre vraiment Lamine Yamal ou laisser trop de marge à Gavi ici. De Jong qui va trouver donc Pedri, comme je l'ai dit là, sauf que le joueur qui vient resserrer sur Pedri ici, il laisse énormément de place dans le couloir, ce qui n'aide pas le latéral qui va avoir deux joueurs de son côté. Donc vraiment, ce truc là ça nous crée des supériorités parce que tout simplement le Betis ils vont laisser leur numéro 6 ou en tout cas un des numéros 6, je sais pas exactement comment ils étaient, si c'était en double pivot ou pas, mais ils vont laisser leur milieu def sur Dani Olmo et les défenseurs centraux. Là au niveau de la construction en tout cas du Barça, ils serviront à rien en fait, ils vont pas sortir sur lui, ils vont rester dans la défense et en défense les deux centraux sont là que pour faire acte de présence, ce qui fait qu'au milieu de terrain on a la supériorité et De Jong peut servir Pedrito tranquillement et quand ça resserre un petit peu sur lui et quand le milieu de terrain sort du marquage de Dani Olmo, Dani Olmo c'est là qu'il va être libre. Bon après il y a la qualité de Pedri, hein, je veux dire là il est serré par trois joueurs comme ça et il se permet encore d'attendre un petit peu, de patienter. Il a la technique, le sang-froid pour se sortir de ce pressing là et la glisser à Dani Olmo. Dani Olmo ici, une fois qu'il touche ce ballon, c'est là qu'il va être très intéressant, une fois qu'il touche le ballon entre le milieu de terrain et la défense, on en avait parlé hier dans le live d'avant-match quand on a su que Dani Olmo était allé jouer faux neuf, qu'il allait se balader un petit peu entre ces lignes-là, cette ligne de la défense et cette ligne du milieu, et qu'il allait potentiellement faire des dégâts. On a, une fois que Dani Olmo touche le ballon, on a Lamine Yamal et Rafinha qui vont se proposer dans le dos de la défense, mais surtout là, on a un Dani Olmo comparé à Lewandowski. Lewandowski qui va avoir du mal à exécuter des enchaînements rapidement, le temps qu'il contrôle, le temps qu'il s'oriente et qu'il fasse la passe. On sait que Lewandowski il est assez lent dans ce domaine. Revoyez tous les matchs de la saison sans faute et la plupart du temps il est assez lent. Et là la différence avec Olmo c'est que l'enchaînement est très rapide. Et là il envoie Gérard Martin seul dans le dos de la défense. Voilà ce que
la grosse différence entre Olmo et Lewandowski, ça va être dans la fluidité du jeu, la rapidité d'exécution. Entre le contrôle, l'orientation du corps, l'élimination s'il faut éliminer avec un contrôle orienté et la passe dans la profondeur directe, sans élan, assez rapide, qui part directement pour Gérard Martin. On revient un petit peu en arrière avec un Barça très très dominateur dans ce début de match. De toute façon, j'ai analysé la plupart de mon analyse, elle reste plutôt en première mi-temps, je crois. On n'a pas trop vu la deuxième mi-temps, mais on s'est concentré un petit peu sur le rôle d'Olmo, le positionnement, puis on a marqué quand même très très tôt, là, au bout de la deuxième, troisième minute, on a marqué. Donc au départ de l'action, on voit ici toujours les deux centraux, les plus reculés, bon ça c'est pas nouveau. De Jong en 6, Pedri qui redescendait quand même pas mal pour se proposer. On va le voir tout au long de l'analyse aussi, il y a beaucoup de milieux qui se sont proposés, dont Dani Olmo, qui est justement là, justement c'est un peu le sujet aussi du truc. C'est qu'au départ de l'action, on a Dani Olmo ici, qui vient toucher le ballon très bas sur le terrain. Et il sort de sa zone de numéro 9. Donc vraiment, pour avoir cette supériorité au milieu de terrain, les joueurs du Betis, ils semblaient perdus. Ils savent pas... On dirait là, bon, je pense que c'est juste une impression, mais Dani Olmo qui touche la balle ici, et t'as les deux joueurs là qui reculent, qui tournent la tête pour voir, mais attends, s'il est là, il est pas derrière, tu vois. Donc il y a cette impression peut-être d'une équipe du Betis qui est un petit peu perdue, avec des joueurs du Barça qui ont énormément de liberté, comme Dani Olmo, Gavi, Pedri, même Frenkie qui bougeait un petit peu pas mal partout. Et donc ils savent pas vraiment sur qui aller à chaque fois. Ils sont un petit peu perdus. On avance un petit peu. Encore Olmo assez bas, à sa place on a Gavi, on a Pedri à la place de Rafinha, Rafinha à la place de Pedri. Encore une fois, une sorte de triangle comme ça, et des joueurs qui bougent beaucoup de leur position. Ça on va y revenir un petit peu tout au long aussi de l'analyse. Des joueurs qui bougeaient énormément sur le terrain, qui apportaient cette fluidité, ce que je trouve assez positif. Donc on va encore avancer, là, franchement la séquence est très longue. Une fois que Dani Olmo il passe, il a le ballon, il la passe à Koundé, Koundé ressort sur la défense, ça joue un petit peu au milieu, ça ressort avec Koubarsi de l'autre côté. Vraiment on faisait des gauches-droites comme ça, on baladait un petit peu cette équipe du Betis assez facilement, avec jusqu'à ce que Pedri touche la balle ici, et là accélère un petit peu les choses. C'est Pedri qui dicte le tempo, il faut ralentir quand il faut accélérer le jeu, vraiment c'est lui qui a les clés du jeu quoi, tout simplement. Et là il décide d'accélérer, hop, il élimine, prend à contre-pied le joueur. Une fois qu'il l'a éliminé, ça y est, là tu sens que l'action elle démarre, il va falloir accélérer un petit peu le mouvement et pour faire des différences, pour prendre de vitesse cette défense du Betis qui est quand même assez regroupée ici. On a deux lignes, ici une ligne de 5 au final, et là le milieu de terrain. Vous remarquez aussi que Rafinha et le joueur qui est en pointe, on va dire, placé plus en neuf que Dani Olmo. Et ça aussi, ça permet, le fait qu'il y ait Dani Olmo en faux neuf, ça permet aussi à Rafinha de beaucoup plus se projeter que quand c'est Lewandowski. Parce que vu que Dani Olmo a tendance à revenir chercher un petit peu le ballon au milieu, et de base c'est un milieu de terrain, Rafinha il a toute la liberté pour prendre sa place, et on va le voir que Gavi aussi l'a beaucoup fait dans ce match là. Donc une fois que Pedri l'a accéléré, il va servir Olmo à l'entrée de la surface. On sait qu'Olmo à l'entrée de la surface c'est très dangereux pour les défenses adverses tout simplement. Il va contrôler et hop, la glisser pour Gavi assez facilement. Je sais pas si c'était pour Gavi ou pour Rafinha, mais Gavi il a l'intelligence aussi de se projeter en attaque. Tout simplement, se bat, agressivité, comme d'habitude, premier sur le ballon Gavi, puis après la frappe du gauche. On sait que Gavi il a les deux pieds, ça fait un 0 très très rapidement dans le match. Petite séquence de pressing, alors vraiment une petite séquence, c'est juste pour montrer un petit peu le rôle aussi de Gavi et à quel point il est un petit peu sous-coté, mais à quel point ici il est très utile pour cette équipe. Mais ça on le savait déjà, on connaît déjà un petit peu son rôle de l'ombre. Ici il y a perte de balle du Barça, joueur du Betis qui va revenir en arrière, et on va voir Gavi qui va permettre au Barça de récupérer rapidement le ballon. Parce qu'on se dit pourquoi on a eu cette domination, pourquoi le Betis rendait la balle aussi vite hier en début de match. Tout simplement parce que on avait un Gavi qui était comme un bulldog, quoi, comme un chien qui vient harceler le porteur. Il accélère. Au début, il ralentit un petit peu, il fait sa course normale, et plus il se rapproche, il voit que le joueur oriente un petit peu, pousse la balle. Et une fois qu'il voit qu'il pousse la balle, il se dit, il va y avoir un moment où je vais pouvoir accélérer. Et il a poussé sa balle, tu vois. Donc il pourra pas faire sa passe trop rapidement, disons. Donc c'est là que Gavi il accélère. Alors certes, il y a le joueur là, ici, qui est complètement seul, mais il y a Koundé qui a déjà prévu la passe. Le joueur dans le dos, il est hors jeu, donc lui, il est mort. Il y a que à lui tu peux le donner quoi, ou alors il revient derrière au gardien quoi. Et du coup il va faire sa passe longue, Gavi il va forcer justement en courant, il va forcer le joueur à jouer vite, et Koundé va pouvoir intercepter le ballon de la tête. À noter aussi qu'il y a Frenkie ici qui remonte vite sur le milieu de terrain pour fermer. Voilà, c'est à noter, parce que si personne ne va sur lui, même s'il y a Lamine Yamal qui resserre un petit peu dans l'axe, il y a aussi Frenkie qui vient serrer
Je pense que c'est Isco, je suis pas sûr mais c'est possible, il me semble que c'est lui. Il vient serrer sur Isco, donc le joueur là s'il la donne à Isco, bon Isco il va pouvoir se débrouiller mais il se dit bah il va être pressé direct par 3 joueurs autour, Gavi, Lamine Yamal et De Jong. Donc il sert le joueur sur le côté. Et évidemment Koundé était dans un grand soir encore, il a pu intercepter la balle. Mais bon ça c'est vite fait pour montrer un petit peu le pressing de Gavi et à quel point aussi il est important à cette équipe parce que c'est un mec qui s'arrête jamais de presser et ça te permet à l'équipe de récupérer quand même plus rapidement les ballons. Autre séquence pour montrer un peu le positionnement, des choses qui ont un peu changé mais ça dépendait des séquences en fait. Ici on a Koundé qui est vraiment collé à la ligne, des fois c'était Lamine, même on sait que souvent c'est Lamine qui est collé à la ligne et Koundé qui fait sa course ici dans le demi-espace. Ou des fois même c'est Gavi qui l'a fait. Par exemple il y avait Lamine ici, Gavi fait sa course dans le demi-espace et Koundé est un petit peu en retrait. Cette fois-ci c'est différent, on a De Jong qui est de l'autre côté, limite à la place de Pedri, Pedri à la place de De Jong, toujours les deux centraux, c'est les seuls qui gardent un peu leur position avec les latéraux. Et après tout le reste ça change un petit peu de position avec du coup un Koundé qui est dans le couloir ici, Lamine Yamal qui est dans le demi-espace, Gavi qui vient du coup en soutien de Koundé pour demander le ballon. Et là au moment où la défense du Betis ici elle remonte, au moment où Gavi fait son contrôle, la défense du Betis elle remonte pour mettre hors jeu Olmo et Rafinha et c'est à ce moment là que Rafinha et Olmo vont faire la rappel vers l'attaque. Donc hop, et là c'est très dangereux parce que Olmo il est pas hors jeu en plus. Puis avoir la qualité encore une fois de Dani Olmo qui va faire son contrôle direct, très bon contrôle. Bon, elle reste presque, limite c'est presque trop un bon contrôle parce qu'elle reste dans ses pieds au lieu d'aller un petit peu devant lui. Elle reste dans ses pieds et il va frapper sans élan. Mais voilà, c'est pour montrer un petit peu aussi Olmo à quel point il peut être dangereux. Parce que c'est souvent un joueur qui, vu qu'il joue en faux neuf, il joue un petit peu dans cette zone à l'entrée de la surface. Et il se projette dans la surface, comme ça, fait ses appels et il est très très bon là-dedans. Autre petite séquence pour montrer, toujours un petit peu l'importance de Gavi aussi. Et surtout de Olmo, à quel point il va rapidement s'orienter et lancer en profondeur Rafinha. La passe, la vitesse d'exécution de l'orientation de la passe, c'est vraiment ça qui fait la grosse différence avec Lewandowski. Là le joueur va essayer de toucher le milieu, Gavi hop il va la toucher juste ce qu'il faut pour intercepter le ballon et la donner à Olmo tout simplement. Et là on va le voir en vitesse réelle, là il y a Olmo qui va contrôler qui contrôle son ballon. Du coup Gavi intercepte, là Olmo va pour contrôler et avant il a même pas forcément checké qu'il y avait Rafinha, qu'il n'avait pas forcément vu. Il sait un petit peu à l'instinct, il sait que Rafinha dans ce domaine là et puis ça doit être la consigne du coach je pense, de toute façon c'est pour ça qu'il c'est aussi fluide. Mais dès qu'il va pour contrôler le ballon, regardez l'appel de Rafinha, il part comme une flèche dans le dos du central. Le central il est vraiment arrêté ici, l'autre aussi, il n'y a que le latéral qui va suivre Rafinha, heureusement d'ailleurs parce que il va bien le contenir. Mais regardez la vitesse d'exécution de Olmo, contrôle, bam, direct. La passe elle est parfaite en fait. Le seul truc c'est que le latéral arrive à rester au coude à coude avec Rafinha et qu'il est assez puissant et rapide pour lui prendre la balle. Mais la passe, elle est... Déjà le contrôle, il se retourne et il fait une passe du gauche comme ça dans le dos, elle est parfaite. Parfaitement dosée, parfaitement mise, peut-être pas assez puissante à la limite si on veut un peu chipoter, mais franchement c'est parfait quoi. Si Rafinha il arrive si le latéral il passe devant Rafinha, il se l'emmène, l'autre il est soit obligé de faire faute, soit il laisse Rafinha aller à son face-à-face au gardien quoi. Donc vraiment Olmo là, la vitesse ça change énormément de choses par rapport à Lewandowski, voilà. Sans vouloir tomber gratuitement sur Lewandowski, mais c'est pour vraiment comparer les deux à ce poste là. Puisqu'au final ils ont joué au même poste, donc on peut comparer, même si c'est pas le même profil, ça c'est évident, mais il faut pas confondre poste et profil. Là il y a une perte de balle du Barça, c'est pour montrer un peu le contre-pressing aussi. J'ai pas montré la perte de balle, on s'en fout un petit peu, c'est pas ça que je voulais montrer, mais perte de balle du Barça, lui Juanmi qui a le ballon, qui va servir Isco. Et là Isco, regardez, Frenkie vient le coller directement, coller serré, là il vient faire de la zumba avec lui, c'est parfait. Enfin pas faire de la zumba, mais le coller autant, voilà, il lui laisse zéro espace, il vient directement le coller. Ça c'est un truc que j'ai apprécié hier aussi, l'attitude de Jong. Il a été un petit peu plus agressif, un petit peu plus défensif quoi. C'est pas été un truc de ouf, mais beaucoup plus que d'habitude en tout cas, et il faut le souligner. Et direct il l'empêche de se retourner. Donc Isco, bon après Isco il va quand même bien se débrouiller, Isco c'est Isco, mais directement ce qu'on a aussi c'est Koundé qui vient resserrer ici, l'empêcher d'aller dans cette zone là parce qu'il y a Ronald aussi qui est là face à lui, De Jong dans le dos, donc il peut très bien avancer là. Donc là il y a Koundé qui vient refermer cette porte ici on va dire, et derrière il y a Gavi et Pedri qui vont venir l'enfermer. Donc là Isco il a vu Pedri qui vient ici, il va pour se retourner, il y a Frenkie, il y a Koundé, Ronald derrière, Pedri qui est là, il se retourne,
pour une échappatoire et il y a encore Gavi qui est là. Et puis dans le pire des cas, même s'il arrive à passer les 3, il y a encore Olmo qui est là et il peut pas la redonner derrière comme ça à son défenseur. Il a pas trop le choix, il s'en sort quand même vraiment bien, comme je dis, parce que franchement Isco il sort et il fait un petit extérieur du pied, malheureusement il le donne entre les deux et il va y avoir touche, on va quand même récupérer la balle. Mais à quel point le contre-pressing hier était vraiment intéressant. On a parlé de Gavi le récupérateur, mais on va parler aussi de Gavi le projeteur de surface, celui qui se projette aussi pas mal dans la surface. En tout cas hier, c'était plutôt le cas avec un Dani Olmo qui redescendait quand même pas mal participer au jeu. Et il y avait souvent Gavi qui n'hésitait pas à se projeter au point de pénalty, entrée de surface, tout simplement. Donc là déjà on a une passe de Pedri, caviar total pour Rafinha. Donc là qu'est-ce qu'on a? Vu que Lamine est, on va dire, à droite, quoi, demi-espace droit, mais bon bref, sur la droite, pas totalement dans l'axe. On a Dani Olmo qui reste en retrait de la surface et donc du coup on a personne qui attaque justement cette surface pour attirer potentiellement les défenseurs et libérer de l'espace dans le dos. Donc là Gavi, lui du coup il y va. Il y va, soit les défenseurs le suivent et il attire les défenseurs, il libère de l'espace dans son dos, soit les défenseurs le suivent pas vraiment et il y a la place pour tout simplement recevoir le ballon et potentiellement marquer, quoi. Et donc ça c'est intéressant. C'est assez intéressant, voilà, c'est ce que je tenais à souligner aussi, un Gavi qui est un petit peu dans un rôle plutôt de l'ombre, beaucoup dans les mouvements, beaucoup dans la prise d'espace, on va dire, où il va beaucoup se projeter dans les espaces vides laissés par ses coéquipiers, occuper les espaces, les zones, pas mal à libérer aussi ses coéquipiers, à faire des appels. Quand c'était pas Koundé qui faisait des appels pour libérer Lamine, c'était Gavi. Quand Dani Olmo n'était pas dans la surface, c'est lui qui se projetait, et un rôle de l'ombre aussi dans le sens où il a récupéré et gratté pas mal de ballons, ou en tout cas harcelé le porteur de balle pour que le Barça récupère rapidement le ballon. Séquence du deuxième but. Ça part encore une fois de Pedrito au final. Premier but c'était pareil, ça part de lui, mais c'est pas lui qui fait la passe D, c'est lui qui fait la passe pour Olmo qui fait la passe D. Cette fois-ci c'est encore la même chose, ça part de lui qui accélère encore le jeu, qui dicte le tempo de ce match. Encore lui qui accélère depuis cette zone-là, qui va se accélérer d'un coup le jeu, que ça soit par un dribble ou par la passe. Tu peux aussi accélérer le jeu par une passe, si tu casses d'un coup des lignes et tu fais une passe longue vers l'avant, ça va d'un coup accélérer le jeu. Et donc là il accélère en dribblant le joueur, il va voir de l'autre côté Lamine tout simplement sur l'aile, donc il va le servir. Là il y a Koundé très intelligemment, là ce mouvement là il est magnifique de la part de Koundé et même Lamine Yamal, mais il va donc Koundé qui va laisser la balle pour Lamine et Lamine qui va lui donner directement balle piquée au-dessus de la défense. C'est magnifique, franchement c'est magnifique. Et encore une fois Pedri dans cette action, c'est un peu lui qui démarre cette action là, ça part de lui. Il faut aussi souligner ça parce que dans les stats, ça ne se verra pas, évidemment. On dit souvent Pedri, ouais, mais enfin, ceux qui comparent un peu les meilleurs milieux de terrain, ils disent Pedri, il n'a pas beaucoup de stats. Mais Pedri, c'est ça aussi. Pedri, c'est lui qui fait le jeu. Mais c'est pas forcément lui qui a toutes les stats. Donc là, la défense, elle est battue complètement. Parce que là, Koundé fait un appel très tranchant. Il arrive pleine balle, il y va, quoi. C'est pas une course hésitante ou quoi. Et là, Lamine Yamal, bon, la qualité, elle est, voilà, quoi. C'est magnifique. Le latéral, il est un peu obligé de sortir sur Lamine d'un côté, mais il sait que dans son dos, ça part. Donc, il l'a un peu entre les deux chaises, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas trop quoi faire. Et le défenseur est un peu en retard ici. Et là, Koundé, il va faire une reprise de volée magnifique. Franchement, digne des plus grands attaquants. Luis Suarez Prime, il arrive, il se pose pas de questions, il va arracher les cages, reprendre comme ça demi-volée la frappe, boum, allez, croisé, on n'en parle plus, 2-0. Le but est magnifique, franchement magnifique. On croirait voir, non, j'aime pas les comparaisons comme ça, mais vas-y, mais je le dis quand même. On croirait voir Messi qui fait une petite balle piquée pour Daniel Alves qui allume les cages, c'est magnifique. Bon là c'est une très longue séquence de 2 minutes, je l'ai appelé maîtrise totale parce qu'on a le ballon pendant tellement longtemps que c'est une maîtrise totale, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Le Barça est largement au-dessus du Betis qui ne sait pas quoi faire. Concrètement on voit les deux lignes de 4, 4-4-2, très resserré en défense. Puis le Barça qui... Là, on voit très clairement avec un De Jong qui redescend entre les centraux pour former cette ligne de 3, pour relancer aussi, pour aider à la relance. Vous savez, quand il y a deux attaquants qui viennent presser, généralement, tu mets un troisième joueur pour avoir cette supériorité-là. Enfin, il s'agit de jouer le jeu de position, notre jeu à nous, du coup. Eh bien, il faut avoir la supériorité à la base de la construction, quoi, des actions. Donc là, c'est ce qu'on a avec un De Jong qui vient se glisser entre les deux centraux. On a la supériorité, on est un de plus, ce qui nous permet de faciliter les sorties de balles. Ce qu'on voit aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, un Pedri ici, Gavi, Olmo, ce triangle. Encore une fois, un petit triangle comme ça. Pas de neuf, du coup.
personne en attaque. On a Rafinha qui est ici demi-espace, on a Gérard Martin et Koundé sur les côtés. Lamine Yamal aussi qui est un petit peu comme Rafinha dans le demi-espace droit. Donc ça forme presque un carré devant, deux joueurs sur les côtés, enfin un de chaque côté, et Pedri seul un petit peu sa pointe basse là pour aider aux sorties de balle. Bon. J'ai avancé un peu, Pedri qui veut lancer Koundé sur le côté, récupération, et qu'est-ce qu'on voit ici déjà? Une fois que Gavi, ça va aller très vite, mais une fois que Gavi voit que la balle elle va pas passer, on voit direct sa course ici pour intercepter la balle. Donc vraiment, Gavi, encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on peut le répéter, en termes de récupération, en termes de contre-pressing, Gavi c'est le top du top. Il va hop lire le truc, lire l'action, il va voir que la balle va être interceptée et direct il fait sa course ici. Ça nous permet de récupérer le ballon avec Pedri qui vient jouer ici sur Olmo, très bas hein, ici, mais ça dérange pas parce qu'il y a vraiment cette, comme je l'ai dit, mais je vais le dire après dans la séquence d'après, mais cette fluidité entre les joueurs, les déplacements où ils ont une certaine liberté, où tu as toujours des joueurs qui doivent occuper une certaine zone, mais peu importe le joueur en fait, tant que la balle elle est à nous et qu'elle se déplace bien et de manière assez fluide, bah ça pose pas vraiment de problème. Parce qu'on peut avoir cette séquence de possession là, on mène 2-0, c'est la 30e, on peut les faire courir, il n'y a pas de problème. J'ai encore beaucoup avancé ici, on se retrouve avec donc le ballon en défense, Koubarsi, Ronald, regardez Olmo qui est limite en 6, avec De Jong en 3e central presque, ou latéral on peut dire ça, mais qui est ici très bas. Pedri un peu plus haut, Gavi ici, Gérard Martin, bon les autres sont un peu plus hauts. Ronald qui va servir ici Koundé, et Olmo, vous voyez, qui est placé vraiment comme Pedri juste avant, ou comme Frenkie tout à l'heure en début de match, qui est placé en 6. Mais toujours ce triangle ici, au milieu de terrain. Cette fois-ci, c'est avec Olmo, comme je l'ai dit, ça change de joueur, mais toujours ce triangle-là. Et Rafinha qui occupe la zone de Olmo au final, avec Lamine Yamal qui rentre dans le demi-espace droit. Donc vraiment des joueurs qui occupent certaines zones et toujours ces joueurs qui sont disponibles. Koundé qui va toucher Olmo ici, Olmo qui va pouvoir toucher Gavi face au jeu, Gavi qui est connecté aussi. Hein. On voit Koundé qui fait la passe, on voit Gavi qui suit du regard la passe et direct il s'oriente ici pour apporter son soutien à Olmo. Olmo qu'est-ce qu'il fait? Il sécurise le ballon, on voit qu'il se place son corps ici entre le joueur et le ballon, et hop, il la donne à Gavi directement et il se projette vers l'avant pour libérer de l'espace aussi. Gavi va avoir la facilité, Olmo il va emmener le joueur ici avec lui, le milieu de terrain, et Gavi qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? La passe tranquille pour Pedri. Pedri qui est en train de scanner évidemment derrière, voir s'il y a le joueur là-bas qui arrive sur lui, mais il a tout son temps. Donc Gavi qui sert Pedrito qui va pouvoir aller face au jeu aussi parce qu'il a cet espace qui est libre. Le joueur ici a été emmené par Olmo. Le joueur qui était aussi ici, là, le numéro 16, qui était sur Gavi, Gavi avec sa course, il l'a emmené. Et du coup, cette zone, elle est libre. Donc Pedri va pouvoir aller dedans. Donc il s'avance et il s'ouvre l'angle de passe justement avec l'appel de Lamine Yamal. Donc vraiment on a cette liberté, cette fluidité dans le jeu, c'est magnifique. On a toujours des joueurs disponibles, toujours des joueurs qui bougent, qui font déplacer le bloc du Betis et qui nous offrent des espaces de fou au final. À la fin on a même un petit numéro de Lamine Yamal qui va se permettre de dribbler le joueur, qui va vouloir faire une passe en retrait pour Olmo qui loupe le ballon, c'est juste dans son dos. Et là on a le fameux second poteau Gérard, ça aurait pu être incroyable, Gérard Martin qui sort de nulle part là. Je me suis dit il va allumer les cages. Bon, il y a 4 défenseurs devant les cages plus le gardien, donc en soi compliqué, mais ça aurait été un beau but en vrai. Elle est sortie juste par le défenseur je crois. Dommage, il a les mains sur la tête là, il est dégoûté. Ça aurait pu être son premier but avec le Barça, c'est dommage, ça aurait été beau. Hein. Pour vous dire, il y a une grosse séquence de domination, une grosse séquence de possession où il y a même Dani Olmo qui est censé être le faux neuf, qui est positionné en 6. On a De Jong qui est censé être le 6, qui est positionné en défense. On n'a pas forcément d'attaquant, mais on a cette fameuse séquence, grosse séquence de possession, et ça finit quand même par une action ultra dangereuse qui aurait pu finir avec un but. Ça ne nous empêche pas d'être dangereux. Dernière séquence de l'analyse. Vous savez, j'en avais parlé il y a un certain moment, mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps ou qui se souviennent aussi peut-être, mais j'avais dit que un petit peu pour moi, en tout cas ma vision du foot, le futur un petit peu du football et le futur en tout cas tactique, c'est que le système rigide comme on peut le connaître n'existera plus forcément. Donc je me rappelle, j'avais parlé d'une certaine structure liquide ou je sais plus ce que j'avais dit, hein. Mais bon, j'avais donné cet exemple là pour imager un petit peu le truc, pour dire que la structure elle n'était pas forcément rigide et qu'elle s'adaptait
s'adapter aussi à l'adversaire avec des joueurs qui nous offraient beaucoup de mouvements, beaucoup de changements de poste aussi. Ça marche aussi grâce aux joueurs qui sont très polyvalents dans leur poste, évidemment. Si on a des joueurs qui sont purs neufs, qui ne savent pas jouer autre part, si on a des joueurs qui sont purs ailiers, mais qui ne savent pas jouer autre part que sur l'aile, ça va être compliqué. Mais avec des joueurs comme on avait hier sur le terrain, ils savent très bien s'adapter. Et je pense que ce qu'on voit là, c'est un petit peu le futur, et c'est ce que tout le monde aussi devrait avoir un petit peu en tête quand on parle d'un système ou d'une compo. Souvent il y en a, ils disent ouais, on joue en 4-3-3, on joue en 4-2, 4-2-3-1, on joue en machin, mais au final quand on voit cette séquence là, on peut pas dire en quoi on joue en fait. Ici on a les deux centraux, on a De Jong qui vient se placer presque entre les deux centraux ou en 6, on a Gavi qui était censé être le milieu intérieur droit qui vient se placer en 6 avec Pedri pas loin, donc on pourrait presque dire que c'est un double pivot. Rafinha qui est censé être ailier gauche, qui est dans une sorte de numéro 10, et Gérard Martin donc sur l'aile, sûrement Koundé aussi sur l'aile, Lamine Yamal un petit peu plus haut, mais vraiment on a toujours ces joueurs là qui se rendent disponibles tout simplement. Même si c'est pas sa position, Gavi il vient pour apporter une solution et aérer un petit peu le jeu. On avance un petit peu ici, on voit clairement 3 défenseurs, Koundé et Gérard Martin plus ou moins au même niveau à peu près dans les couloirs qui sont là pour écarter vraiment ce bloc. On voit que le Betis, ils ont vraiment un bloc assez compact. Ils ont les 4 défenseurs, les 4 milieux, les 2 attaquants. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au jeu de position, pour construire, c'est le mieux, c'est que nous on soit en supériorité à base de la construction. Donc à 3 contre 2. Ils sont 4 au milieu, mais on voit qu'ils sont très denses, très resserrés. Koundé et probablement Gérard Martin, même si on n'a pas la même perspective, ils ont énormément d'espace. Ici Rafinha, regardez, il est même plus de son côté, c'est Pedri qui est de l'autre côté, Dani Olmo qui fixe un petit peu cette défense, Lamine qui rentre un petit peu intérieur, et comme je l'ai dit, voilà, Rafinha à milieu de terrain, Gavi qui va avoir le ballon, qui va orienter sur Lamine Yamal. On voit direct quand Lamine va toucher le ballon, vu que la balle elle est longue et que Lamine il va avoir tendance à s'écarter un petit peu, qu'est-ce qu'on a? On a Koundé qui va rentrer ici vers l'intérieur. On voit son appel, hop, directement il fait son appel pour justement libérer l'espace. Si Koundé n'y va pas ici, eh bien Isco, qu'est-ce qu'il va faire? Il va redescendre et il va aller sur Lamine Yamal. Il va y avoir une prise à 2 contre 1. Mais là, le fait que Koundé directement fasse sa course vers l'intérieur, regardez Isco, il va pas aller sur Lamine Yamal. Il va aller sur Koundé. On avance un peu, Koundé, voilà, il fait sa course. Il sait très bien. Il fait sa course vraiment pour libérer l'espace pour Lamine, pour lui laisser un peu plus de temps pour pouvoir faire la différence. Et au bout d'un moment, Isco, il va forcément s'arrêter parce que Koundé, il va pas courir jusque dans les tribunes. Et il va aller là, un peu potentiellement empêcher la passe aussi pour Koundé. On a Rafinha ici qui est censé jouer ailier gauche comme je l'ai dit, mais encore une fois une équipe qui bouge beaucoup, avec beaucoup de liberté et qui vient se proposer ici dans ce demi-espace droit, qui est censé être la zone de soit de Gavi, soit de Lamine, soit de Koundé. Encore une fois on a Gavi ici qui vient se projeter, entrée de surface, se rendre encore une fois disponible, tout comme Pedri. On a là dans la surface pour le moment que Dani Olmo. Et là, et les défenses, bah là la défense elle est regroupée sur Pedri et sur Gavi, il n'y a personne. On va avoir un petit geste technique, j'étais obligé de le mettre aussi parce que ça fait plaisir. Un petit inter-exter, petit pont de Lamine Yamal sur le joueur. Hop, pour Koundé. Magnifique. Donc Koundé qui va pouvoir se retourner et essayer de centrer. Et donc Dani Olmo, encore une fois, qui va attaquer la zone devant la surface. Et en retrait, on a Pedri et Gavi qui sont complètement seuls. Koundé, il essaie de la donner à Olmo, c'est dommage. Je pense qu'il pouvait la glisser peut-être à Gavi, s'il l'avait vu. Mais bref, on finit donc cette analyse, on va passer à la FAQ, mais c'était pour montrer un petit peu la liberté des joueurs qu'ils avaient hier et à quel point ça peut aussi être dévastateur pour une équipe par exemple comme le Betis en l'occurrence qui a été à la rue totale parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, comment défendre face à une équipe comme ça tout simplement. Encore une fois, merci à tous d'avoir participé à cette FAQ, je ne pourrais pas prendre trop de questions, l'analyse elle est longue sinon ça fait beaucoup de vidéos, puis moi-même ça fait longtemps que je tourne, je suis un peu claqué, je tourne l'analyse avant de la FAQ en fait. Bref, passons, mais en tout cas merci d'avoir participé, je vais essayer de prendre un maximum de questions, de répondre le plus clairement possible comme d'habitude. On commence avec Dimitri qui dit « Faire ressurgir l'idée du faux neuf, c'est peut-être le truc pendant la méforme de Lewandowski. De toute façon, c'est un peu la logique de la chose, parce que tant que Lewandowski il est au niveau, très en forme et qu'il marque des buts, on va pas se poser la question de savoir comment remplacer Lewandowski, tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire. On sait qu'on a la possibilité de mettre Dani Olmo en faux neuf. On en avait parlé déjà à l'époque quand Dani Olmo est arrivé, quand il était assigné au club. C'était dans les options au niveau de son positionnement, on savait qu'il pouvait jouer en tant que milieu de terrain relayeur simple, en tant que numéro 10, en tant qu'ailier, sorte d'ailier qui rentre quand même à l'intérieur du jeu parce que Dani Olmo est pas un joueur qui colle les lignes, pas un joueur qui fait des différences le long de la ligne, mais plutôt un joueur qui va faire des différences, qui va être plus à l'aise l'axe du terrain. Il pouvait jouer faux ailier gauche un petit peu comme le fait Rafinha. Je pense qu'il est capable de dépanner à ce poste-là. Je dirais pas qu'il est mieux que Rafinha dans ce rôle-là. Je suis pas sûr de ça, mais en tout cas, il peut le faire.
Et il y avait aussi cette possibilité de le mettre faux neuf. Pas un neuf qui va rester positionné dans la défense, qui va essayer de jouer de l'épaule, de jouer du physique avec, comme Lewandowski peut le faire avec les défenseurs, parce que Olmo c'est pas un joueur comme ça, mais un joueur justement qui va jouer ce rôle de faux neuf et revenir au milieu de terrain comme on l'a vu dans l'analyse, et qui va se balader un petit peu entre le milieu et la défense et faire du bien, fluidifier un petit peu plus le jeu que peut le faire Lewandowski. Donc évidemment, quand on voit Lewandowski et son niveau actuel, on peut que se demander oui, comment on va faire, et est-ce qu'on peut le remplacer, est-ce qu'on peut trouver une autre solution, disons, que Lewandowski, et mettre potentiellement Olmo. On a eu la réponse hier. Ça veut pas dire qu'Olmo en faux neuf c'est la solution totale et qu'il va enchaîner les matchs à ce poste-là. Je pense pas que Lewandowski va perdre sa place en soi. Est-ce qu'il faudrait qu'il perde sa place? Est-ce qu'il faudrait que Dani Olmo joue tout le temps en faux neuf? Je sais pas la réponse à ça. J'aimerais bien le voir plus souvent, et évidemment, mais je pense en tout cas que Lewandowski n'a pas forcément perdu sa place et que le prochain match Lewandowski sera titulaire par exemple. Mais en tout cas, on sait que c'est une option et surtout une solution qui fonctionne plutôt très bien, Dani Olmo en faux neuf. Donc c'est que des bonnes nouvelles en fait, tout simplement. Ensuite on a CAD qui dit Koundé Yamal la meilleure paire à droite d'Europe. Franchement oui, je pense. Enfin après j'en sais rien, il faudrait regarder toutes les équipes, je les ai pas forcément en tête, mais ça fonctionne très bien. Koundé fait partie des meilleurs latéraux du monde actuellement, il enchaîne les matchs, c'est une machine en fait. Koundé peut enchaîner, c'est le joueur qui a joué le plus de matchs et le plus de minutes sur l'année 2024, et ce n'est pas rien. C'est un joueur très fiable, c'est un joueur bonne mentalité, c'est un joueur qui est combatif, qui va tout le temps aller au charbon, c'est un joueur qui est pas du genre à pas faire les efforts, il y va vraiment tout le temps, il fait souvent des courses pour libérer un maximum Lamine Yamal. Et je le dis, j'en ai déjà parlé, mais si Lamine Yamal est aussi fort aussi, et peut autant, surtout, c'est pas vraiment qu'il est aussi fort, mais s'il peut autant montrer ce qu'il vaut, Lamine Yamal, c'est que Koundé aussi lui fait beaucoup de place. C'est pour ça que ça l'aide. Il va faire beaucoup ses courses pour libérer les espaces et permettre à Lamine de jouer les 1 contre 1. Donc après, les 1 contre 1, c'est Lamine qui fait tout le boulot. Mais il y a cette connexion entre les deux. Les deux jouent très bien ensemble, en fait, se comprennent parfaitement dans les déplacements. Lamine, de temps en temps, il donne la balle à Koundé quand il faut la donner. Il se sert pas juste de ses appels tout le temps, il lui donne jamais le ballon. Il y a ce petit truc aussi, cette petite récompense, tu vois. Koundé il fait un peu le travail de l'ombre, le sale boulot, dans le sens où il va faire ses courses, constamment libérer l'espace. S'il reçoit jamais de ballon, ça doit être usant mentalement, voilà, physiquement tu fais quand même des grosses courses et tout ça. Et là Lamine il l'a récompensé, il lui donne des ballons, il s'est régalé hier. Koundé il aurait pu mettre un doublé, c'est dommage que c'était refusé pour 1 mm, ça s'est joué à rien. C'est comme ça, c'est le football, c'est les règles. Puis voilà, mais en tout cas c'est les deux, ce côté droit c'est régalade, régalade totale. Ensuite, on a So qui dit voyant ce match, j'ai encore plus la haine de notre classement en Liga. Oui, forcément, quand on voit le match contre le Real, contre le Betis, on se dit comment on peut avoir été moins bon pendant un certain temps, mais c'est comme ça, c'est la forme de l'équipe. On peut pas être au top toute la saison, je pense. Il y a aussi des coups de moins bien. La force d'une équipe aussi, c'est d'être quand même efficace et d'avoir des bons résultats, même quand l'équipe elle est moins bien physiquement ou qu'elle est moins efficace, tout ça. Malheureusement, on n'a pas réussi à l'être. Mois peut-être de novembre, décembre, vers là. On a enchaîné un peu les mauvais résultats. On avait enchaîné, je crois, 3 défaites à domicile. C'est quand même assez étonnant, enfin exceptionnel, parce que c'était pas arrivé depuis pas mal de temps. Mais c'est comme ça, il y a des hauts et des bas dans une saison. Maintenant, on va voir, il faut finir comme il faut la deuxième partie de saison et espérer soit ne plus avoir de coups de moins bien, de coups de mou, soit quand on est moins bien, espérer avoir un joueur comme ça qui va porter l'équipe et marquer les buts, tu vois. Même quand l'équipe, si elle n'arrive pas à trop bien jouer, il va y avoir un mec quand même qui va sortir un but de nulle part, on va être solide derrière et c'est bon. Ensuite, il y a Takit Store qui dit cette compo ne libère pas Lamine et Rafa de certains replis défensifs. Pas forcément, non. Pas plus que d'habitude. Si vous regardez bien, Barça a joué depuis le début de la saison. Lamine et Rafinha ne défendent pas. Ce sont des consignes, hein. Ce sont pas forcément les joueurs qui veulent pas défendre. Ils font un pressing et ils sont très agressifs dans le pressing, surtout Rafinha plus que Lamine évidemment. Il y a un pressing quand on joue haut, mais une fois que l'équipe elle est passée et qu'elle va pour attaquer, les défenseurs doivent se débrouiller. Tu vois Lamine et Rafinha, ils ne redescendent pas. Ils ne redescendent pas vraiment sur les ailes pour aider. Ils attendent pour jouer les transitions. J'en ai parlé dans le live d'avant-match hier d'ailleurs, et c'est une consigne du coach, c'est une consigne risquée. Enfin c'est risqué comme manière de jouer parce que t'es un peu plus exposé peut-être en défense. Par contre, si t'arrives à récupérer le ballon et à bien jouer les transitions offensives, dans ce cas-là, t'as Lamine Yamal et Rafinha qui sont placés déjà haut et qui peuvent partir en contre-attaque. Regardez le but de Rafinha hier.
Je l'ai pas mis dans l'analyse parce que bon, but en transition, voilà. Il n'y avait pas grand chose, je trouvais pas ça hyper intéressant de l'analyser. Mais en soi, on a déjà marqué comme ça en plus de ça. Rappelez-vous contre le Real Madrid aussi, contre-attaque après un corner, eh bien on a Lamine Yamal qui part, qui va un petit peu attendre, provoquer. Contre le Betis, il va provoquer, il va essayer de frapper, il va être taclé, je sais pas quoi, la balle elle arrive sur Rafinha, il marque. Un petit peu de chance aussi, mais ça fait plaisir d'avoir un petit peu de chance des fois. Et contre le Real Madrid, ben, il y a remontée de balle, Lamine Yamal qui lance Rafinha qui va monter la balle aussi, dribbler, et Baldé après qui finit l'action. Vous savez ce but. Donc sur les transitions, souvent il y a Lamine Yamal et Rafinha qui sont dans ce truc-là. Et souvent ils sont très dangereux. Lamine Yamal par sa vista, sa qualité de passe et sa technique, qui peut éliminer en 1 contre 1, il peut être très dangereux. Quand tu joues les contre-attaques et que tu as du 1v1, Lamine Yamal il va mélanger le type. Donc ça va être très dangereux. Si Rafinha qui part en profondeur, on connaît la vitesse. Et Rafinha justement, la puissance, la vitesse, la percussion qu'il a, l'explosivité, c'est très compliqué de le tenir, de le rattraper. C'est pour ça aussi qu'il reste et qu'il ne défende pas. Mais c'est pas que hier en fait, c'est ça que je veux dire, c'est depuis le début de la saison. Ensuite on a Yanis, qui dit Yamal, Rafinha, Olmo, que ça combinait bien ensemble, c'est vraiment le football qu'on aime. Ouais, mais il n'y avait pas que eux en vrai. Tu rajoutes à ça Pedri, Gavi, Pedri qui fait le jeu au milieu, Gavi qui est là pour lier un peu plus les joueurs. Il est plus dans la liaison, la connexion entre les joueurs. Tu vois, il fait le lien entre par exemple Pedri et peut-être un Lamine ou d'autres joueurs. Mais aussi il gratte les ballons, il est là très important à la récupération. Olmo qui redescend très bas, venir se connecter aussi avec les milieux. Et effectivement la relation après, la connexion entre Olmo, Lamine et Rafinha. Et ouais, franchement ça jouait très très bien hier. C'était, comme je l'ai dit, c'est un des plus beaux matchs du Barça depuis le début de la saison. En tout cas, la première mi-temps en plus, j'avais l'impression en tout cas. Mais bon, en général, le contenu qu'on a vu hier, c'était franchement un des plus beaux matchs du Barça. On a vu aussi un très beau match contre l'Atlético Madrid. Malheureusement, on avait perdu. Mais là, ce soir, hier soir, contre le Betis, franchement, c'était du très grand football, j'ai trouvé. Ensuite, il y a Nordine qui dit « J'ai l'impression que le pauvre Martin n'aura jamais confiance en lui, même après 20 matchs. » Bon, il y a eu quelques petites critiques sur Gérard Martin. Bon, après, il y en a d'autres qui ont trouvé correct. Moi, franchement, Gérard Martin, je l'ai trouvé plutôt correct. Je l'ai pas trouvé mauvais. Après, effectivement, il y a du déchet chez Gérard Martin et puis tu vois qu'il est pas hyper à l'aise, hyper en confiance, que genre, quand il a le ballon, pas genre comme quand Pedri il a le ballon ou Gavi, tu vois, ils prennent le ballon et tu vois, ils ont confiance en eux, ça se voit direct. Ils maîtrisent le ballon tranquille. On voit Gérard Martin, bon, il s'applique vraiment. Mais bon, il y a plein de joueurs comme ça qui ont été des joueurs de très haut niveau. Je citerai pas les noms, mais j'ai toujours trouvé assez faible techniquement, et tu voyais qu'il s'appliquait sur la moindre passe, qu'il essayait vraiment de s'appliquer, et Gérard Martin en gros il est un peu pareil. Donc t'as l'impression qu'il est vraiment pas du tout en confiance, mais en soi il a pas sorti un mauvais match Gérard Martin les gars. Il a eu du déchet, oui il a loupé des passes, tout ça, mais comme tous les joueurs hein, après tout. Moi ça m'a pas choqué. Ensuite on a Charlie qui dit que peux-tu dire du match de Frenkie, il a été assez bon. Enfin c'est une question. Moi je l'ai pas trouvé spécialement mauvais. Bon il y a la frite dans les commentaires là qui dit qu'il a été catastrophique défensivement. Alors en fin de match ça a été plus compliqué pour Frenkie comme je l'ai dit hier dans le débrief, mais en début de match c'était plutôt bon. Il a eu un rôle un peu hybride dans le sens où il était un peu 6 et des fois 3ème central pour aider dans les sorties de balles. Moi je l'ai trouvé intéressant. Frenkie de Jong il est toujours plus intéressant avec ballon que sans ballon parce que c'est pas un joueur qui est généralement très agressif ou qui va être très bon dans le placement défensif pour récupérer les ballons. Mais ça n'a pas été si mauvais que ça hier. Il a récupéré quelques ballons, je peux aller voir un petit peu les stats. J'imagine qu'il n'en a pas récupéré une tonne non plus, forcément. Mais d'un côté, comme je l'ai dit hier, hein, tu vas pas récupérer beaucoup de ballons quand tu as le ballon principalement. On a eu combien de ballons? On a eu presque 70-69% de possession de balle. Donc forcément, le joueur il va pas récupérer énormément de ballons si la plupart du temps, tu l'as le ballon, c'est logique. Donc pour les stats, Frenkie de Jong il a touché 106 ballons. Quand on voit sa hitmap, bon là vous la verrez pas et je l'afficherai pas, c'est pas grave, mais la plupart du temps il était en défense. Donc il a été souvent très très bas sur le terrain pour aider aux sorties de balles. 93% de passes précises, une passe clé, 2 passes en profondeur réussies sur 2. Duel au sol, il a réussi 3 duels sur 6. Duel aérien, 3 duels sur 3 remportés. Il a perdu 8 fois le ballon, il a fait une interception, il a taclé 2 fois. Bon, voilà quoi. Gavi, on peut dire que défensivement il a fait un bon match, il a récupéré des ballons. Quand on l'a en tête, Gavi il a récupéré 2 ballons par exemple, il a fait 2 interceptions. Et Frenkie de Jong, 1. Bon voilà. Pedri il a fait 0 interception, mais il a fait 3 tacles. Bon, c'est comme ça, mais en soi on n'a pas fait beaucoup d'interceptions ni beaucoup de tacles parce qu'on avait la plupart du temps le ballon. Donc je dirais pas que défensivement Frenkie de Jong a été particulièrement mauvais, mais en fin de match, il a été un peu moins bon. Il a couvert un petit peu le hors-jeu. Je me rappelle d'une séquence où il court vers sa défense. Il y a tous les défenseurs qui sont alignés et lui il est
comme un dernier central vraiment axe, et il couvre d'1 mètre peut-être le hors-jeu par rapport à ses coéquipiers. Donc oui, si on garde ça en tête, on se souvient de ça, on dit ouais, il a été mauvais, il a couvert le hors-jeu. Il a couvert le hors-jeu peut-être une fois dans le match, il faut pas être de mauvaise foi non plus. Moi, comme je l'ai dit, je l'ai pas forcément trouvé mauvais De Jong. Maintenant, est-ce qu'il est plus rassurant défensivement qu'un mec comme Casado dans le style? Je pense pas. Mais encore une fois, hein, c'est une solution. De Jong, dans certains matchs, tu sais que tu peux le faire jouer à ce poste-là. Avec un Gavi à côté, c'est pas mauvais. Avec un mec en défense comme Ronald, très agressif aussi, tu peux couvrir des zones parce qu'il a la puissance, il a la vitesse. On sait que c'est aussi faisable. Ensuite, on a Kylie Amal qui dit « J'ai l'impression que Ferran veut devenir un requin de mer, l'eau douce c'est fini. » Oui. Après, Ferran, les gars, en soi, il a été... voilà, il a fait sa rentrée, il a marqué, mais rappelez-vous du match contre le Betis en Liga, il rentre, il marque aussi. Le match d'après, je crois je sais pas s'il rentre ou s'il joue, s'il était titulaire, je m'en souviens plus, mais je crois qu'il marque ou il met un doublé, je sais même plus. Bref, dernièrement, Ferran, il marque. Il peut apporter, il peut avoir ce petit rôle dans la rotation, Ferran. Ça fait longtemps qu'on parle de Ferran, voilà, il y a pas forcément de débat sur lui, mais il y a beaucoup de critiques en tout cas. Ça fait beaucoup parler, disons. Après, si c'est un joueur qui apporte en sortie de banc et qui apporte un petit peu cette fraîcheur, qui peut apporter cette hargne un petit peu dans le pressing, on sait qu'il fait beaucoup le travail défensif. Quand même, Ferran, il a pas tendance à regarder, à être spectateur. Il fait un minimum de pressing. Et si en plus de ça, il rentre, il est décisif dans le sens où il marque des buts. Là, il était pas... Là, qu'il marque ou pas, ça change rien. Mais il a quand même marqué, il a apporté sa pierre à l'édifice. Puis il a été quand même un minimum décisif cette saison, alors qu'il a pas un rôle important. Est-ce que c'est scandaleux de le voir rentrer de temps en temps? Non. C'est comme la saison dernière, le début de saison, il est meilleur buteur du club à un moment donné. il avait mis plus de buts que Lewandowski. Pourtant, il était remplaçant début de saison dernière. Mais bon, après, quoi qu'il arrive, Ferran Torres restera toujours critiqué, c'est comme ça. Tant qu'il n'enchaînera pas des masterclass de fou et tout ça, encore, je suis pas sûr. Ça restera un joueur qui éternellement sera critiqué, je pense. Maintenant, moi, ça me dérange pas, comme je l'ai toujours dit. Du moment où le mec fait le taf, et surtout que c'est pas un joueur qui sera titulaire, on le sait. Il passera pas devant Rafinha, il passera pas devant Lewandowski, même devant Olmo Fonov, je pense qu'il a fait ses preuves en un seul match, et il passera pas devant Lamine Yamal, évidemment. Ensuite, on a Gauthier qui dit « Serait-on sur un retour du Barça Prime d'octobre? Maintenant, il faut confirmer en Ligue des Champions et Liga. » Mais on est sur un enchaînement de matchs de grande qualité. Ça, c'est sûr. Maintenant, il faut, comme tu dis, il faut enchaîner, il faut confirmer en Ligue des Champions, en Liga. Ça tombe bien, si on est de retour vraiment, on va dire, à notre prime de cette saison, bah ça tombe bien parce que oui, il va y avoir des matchs importants. Là, il va y avoir pas mal de matchs qui vont s'enchaîner. On va pas faire trop de pauses. On va jouer tous les 3-4 jours là pendant un petit moment. Il va y avoir des matchs de Ligue des Champions qu'il va falloir finir là. Il y a quoi? Benfica, l'Atalanta, je crois que c'est tout, il me semble. Bref, il y a Retafe qui finalement va pas forcément être un match facile non plus ce week-end. On sait que Retafe c'est une équipe voilà, qui joue pas beaucoup de football. Donc ouais, ça va être dur en vrai. Ça va être dur, mais il faut confirmer. Et ça tombe bien. Ça tombe bien que cette équipe elle arrive en forme à ce moment-là parce qu'on en avait besoin. On finit avec des questions sur Koundé. Il y a Kylian qui dit « Tu penses que Koundé aime maintenant jouer à droite? On le sent heureux. » Et il y a Vince Mock aussi. Vince Mock Marty qui dit « Koundé est bientôt Pichichi. Plus sérieux, je le vois être de plus en plus offensif. Saura-t-il faire mieux ?» Alors, on va commencer déjà par, oui, son bonheur. On voit qu'il est... On le sent heureux. En vrai, hier, quand il a marqué, même quand son deuxième but, il a été annulé, il avait le sourire et tout. Tu vois qu'il est fier de lui, tu vois qu'il est content de sa performance et tu vois qu'il est à l'aise. Il semble heureux de jouer à cette position-là, qui prend plaisir en tout cas. Et ça fait plaisir parce que oui, il y avait ce débat autour de Koundé à droite où il voulait plus trop jouer à droite pendant la saison dernière. On se souvient du début de saison où Koundé jouait dans l'axe et c'est Araujo qui jouait latéral droit. C'est pas un hasard. Je pense que c'était une demande de Koundé, il voulait plus jouer latéral. Xavi après l'avait reconvaincu pour lui dire écoute frérot, on a besoin de toi à droite, et il avait dit, lui il avait même déclaré je jouerai là où on a besoin de moi. Donc je pense qu'il avait fait cet effort aussi de dire bon bah si vraiment il faut que je joue à droite, je jouerai à droite. Mais de base il voulait pas forcément. Maintenant on le sent beaucoup plus à l'aise, on le sent qu'il a bossé là-dessus, sur son côté offensif surtout, parce que de base c'est un défenseur central, même si c'était toujours un défenseur central qui n'avait pas peur de monter. Il avait même marqué un but contre nous quand il jouait à Séville, je m'en souviens. Donc ça a toujours été un défenseur central quand même à l'aise pour se retrouver dans une position assez haute sur le terrain. Mais c'est vrai que jouer latéral c'est encore autre chose parce qu'il faut faire les courses, il faut répéter les courses. C'est un poste aussi un petit peu ingrat de jouer latéral. Demandez à Baldé. Tu fais souvent des courses, tu reçois pas forcément tout le temps le ballon. Il est là pour libérer son coéquipier Lamine pour que Lamine fasse le show, mais lui il fait le travail de l'ombre, donc il est pas forcément mis en lumière. Et c'est pour ça qu'on est là aussi nous. C'est pour ça qu'on est là, pour parler un petit peu des joueurs qui sont dans l'ombre et pour les mettre un petit peu de lumière sur eux quoi.
Parce que Koundé, ce qu'il est en train de faire là, c'est une sacrée performance. Franchement, ça fait bien longtemps que le Barça n'a pas forcément de latéral droit. La saison dernière, on a eu Cancelo. Malheureusement, bon, il y a eu une blessure, donc il a dû passer à gauche. Mais ouais, ça fait longtemps que ce poste de latéral droit, on a besoin d'un vrai joueur à ce poste-là. Pendant des années, on a eu des mecs comme Sergi Roberto, comme Nelson Semedo, je ne sais qui d'autre, Alex Vidal. mais enfin, on a un top latéral. Et je pense qu'il s'améliore de plus en plus, oui, on le voit qu'il est de plus en plus à l'aise, même si ça reste pas un joueur qui est très technique, dans le sens où tu vois quand il va faire des contrôles, tu vois que c'est pas un joueur très à l'aise non plus, c'est pas un joueur, il arrive, il contrôle avec la semelle, il fait rouler le ballon, tac, allez hop, il fait un petit 1-2, tu vois que c'est pas hyper technique, hyper fluide non plus, c'est pas un latéral, c'est pas un joueur très offensif de base. Mais tu vois qu'il s'est vachement amélioré là-dedans. Et le but qu'il met hier, même les 2 buts qu'il met hier, c'est incroyable. Et je pense qu'il y a encore quelques mois, peut-être la première année où il est arrivé, il les aurait pas forcément mis ces buts. Mais il s'est amélioré dans ça. Il s'est amélioré aussi dans ses passes et dans ses centres. Regardez la passe qu'il fait pour Rafinha dans le Classico, le centre qu'il fait, il est millimétré son centre. La passe, elle est magnifique. Et ça, il y a un Koundé d'il y a quelques mois ou un an ou je ne sais quoi, peut-être qu'il aurait pas fait ça, tu vois. Donc oui, je pense qu'il s'améliore, il monte en puissance pour notre plus grand bonheur, tout simplement. Voilà, je m'arrête ici, je pense que c'est bon, j'en peux plus. On se retrouve demain, les amis. Passez une bonne soirée. Ciao.